Et pour une meilleure compréhension, nous allons suivre le plan ci-après. Au premier point, l'introduction. Euh, Mamine, hello. Docteur Mamine? Je ne vois pas, ça a disparu. Ah ouais, ça a disparu pour tout le monde. Il faut refaire. Repartager. OK. Alors, je disais tu peux rentrer à la diapo Un diaporama. précédente. Ah, c'est pas sur mon diapo. Ah, OK. Tu peux aller au plan. Ah, ça va. Voilà. Je disais que pour une bonne compréhension, nous allons suivre le plan ci-après. Au premier point, introduction, avec la définition et intérêt. Au deuxième point, le diagnostic, à savoir le diagnostic positif, diagnostic de retentissement, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique. Et au troisième point, nous allons parler du traitement et finir avec la conclusion. Introduction comme définition, euh, nous disons que la pression artérielle normale, c'est lorsque nous avons une pression artérielle systolique ou diastolique inférieure au 90e percentile pour l'âge, la taille et le sexe. Et on parle de pression artérielle élevée, anciennement appelée préhypertension, lorsqu'on a une pression artérielle comprise entre les 90e et le 95e percentile pour l'âge, la taille et le sexe. Et on parle d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est supérieure ou égale au 95e percentile. Lorsqu'on a une pression artérielle, l'hypertension, on doit la stadifier. Et on parle de HTA de stade 1 lorsque la pression artérielle systolique ou la pression artérielle diastolique supérieure ou égale au 95e percentile et HTA stade 2 correspond à une valeur supérieure ou égale au 95e percentile plus 12 mm de mercure. On parle de crise hypertensive lorsque la pression artérielle systolique ou diastolique est supérieure au 95e percentile pour la taille, le sexe et l'âge chez un malade avec des symptômes tels que des céphalées, vomissements, nausées, troubles visuels. Et on parle d'urgence hypertensive lorsque la pression artérielle systolique ou diastolique est supérieure au 99e percentile pour la taille, l'âge et le sexe, et lorsqu'on a la présence d'au moins un des troubles suivants. Il peut s'agir d'un OAP, insuffisance cardiaque, insuffisance coronarienne, l'insuffisance rénale, encéphalopathie hypertensive, rétinopathie hypertensive avec œdème papillaire. Pour ce qui est de l'intérêt, nous disons que la crise hypertensive, sur le plan épidémiologique, est une pathologie rare en pédiatrie. Sur le plan pronostic, c'est une urgence médicale absolue pouvant mettre en jeu le pronostic vital et ou fonctionnel du patient. Et sur le plan diagnostic, le diagnostic est clinique. Les étiologies sont dominées par les causes d'origine rénale à 75 à 80% des cas. Et sur le plan thérapeutique, nous devons utiliser un antihypertenseur d'action rapide. Parlons à présent du diagnostic. Un diagnostic positif, circonstances de découverte. Le diagnostic de la crise ou de l'urgence hypertensive est clinique. On peut découvrir la crise soit au décours des symptômes tels que des céphalées, vomissements, nausées, ou encore des complications. Il peut s'agir d'un OAP, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, ou encore encéphalopathie hypertensive, rétinopathie hypertensive avec œdème papillaire.
Méthode de mesure. Comment prendre la pression artérielle chez un enfant? Parlons des conditions de mesure. L'enfant doit être en position couchée, bras à la hauteur du cœur, de préférence le bras droit ou prise encore à la jambe. Et ça doit se passer au moins 5 minutes après avoir couché l'enfant ou lorsqu'il est déjà assis. Le brassard doit, concernant le brassard, nous disons qu'il doit prendre les 2/3 de la longueur du bras et la totalité de la circonférence, respectant le coude. Si le brassard est trop étroit, il y aura une surestimation artificielle des chiffres tensionnels, environ pratiquement 12 mm de mercure. Et si le brassard est trop large, on a de la sous-estimation des résultats. Il est particulièrement important de prendre la tension artérielle aux 4 membres, surtout chez les nouveau-nés, car cela permet notamment de dépister la coarctation de l'aorte. Parlons à présent des méthodes de mesure. Il y a la méthode auscultatoire, c'est la méthode de référence chez l'enfant avec comme appareil le sphingomanomètre. La méthode oscillométrique ou automatisée, c'est le tensiomètre électronique. Disons que la première méthode, elle est difficilement réalisable chez le nourrisson et le nouveau-né, et on préfère plus la méthode oscillatoire automatisée. Donc, on prend très facilement chez le nouveau-né et le nourrisson, et cette méthode nous permet, elle est plus couramment utilisée et nous permet d'avoir des mesures répétées et des mesures qui sont plus accessibles. Et nous pouvons avoir le moniteur électronique oscillométrique. Pour cette dia, il s'agit lorsque nous prenons la pression artérielle, nous devons normalement la projeter sur des courbes et il existe différentes courbes. Et sur celle-ci, c'est une courbe qui va nous montrer, qui nous montre la pression artérielle chez les enfants à partir de 4 à 18 ans en fonction de l'âge et du sexe et de la taille. Dia suivante. Et celle-ci, c'est toujours la courbe en percentile qui nous montre, qui projette la tension artérielle. Et cette fois-là, on commence à partir d'une année, toujours en fonction de l'âge, du sexe et de la taille. Non? Alors, quand est-ce qu'on parle de valeur, quand est-ce qu'on parle de l'hypertension chez les patients? Pour les nouveau-nés prématurés, c'est lorsqu'on a une tension artérielle systolique supérieure à 80 mm de mercure. Et le nouveau-né à terme, lorsque la TEA systolique est supérieure à 90, l'enfant d'1 an, on a une TEA systolique supérieure à 110 mm de mercure. Et les enfants plus grands, on les projette sur les courbes vues un peu plus haut. On parle de HTA menaçante chez le nouveau-né lorsque nous avons une pression artérielle supérieure à 95/75 plus 30 mm de mercure, et chez le nourrisson lorsqu'on a une pression artérielle supérieure à 110 plus 30 mm de mercure. Diagnostic de retentissement. Sur le plan neurologique, l'hypertension artérielle peut entraîner une encéphalopathie causée par un œdème cérébral responsable d'une hypertension intracrânienne. On peut avoir des nausées, vomissements céphalés. Le malade peut être agité avec trouble de la conscience, voire le coma. On peut également avoir des convulsions pouvant évoluer vers un état de mal convulsif. Sur le plan cardiaque, l'hypertension va entraîner une hypertrophie du ventricule gauche qui peut évoluer jusqu'à l'insuffisance cardiaque, très souvent l'apanage des nouveau-nés et nourrissons cardiopathes. On peut également avoir une ischémie ou un infarctus du myocarde. Sur le plan vasculaire, on a l'atteinte des grosses artères. Donc, dans ce cas, on parle d'artériopathie oblitérante et de l'anévrisme. Pour les petits vaisseaux, c'est l'atteinte des organes sensoriels. Donc, on a une rétinopathie ou une atteinte cochléo-vestibulaire. Pour ce qui est de la rétinopathie hypertensive, elle a été classifiée en 3 stades selon Kirkendall. Pour le stade 1, c'est